Pendant près de 70 ans, l'Union soviétique a été une superpuissance pratiquement inégalée en matière de puissance mécanique. Elle investit dans de nombreux modèles expérimentaux pour prouver sa puissance au monde entier. Mais certains véhicules qui ont émergé de l'État socialiste étaient à couper le souffle pour de mauvaises raisons. Des forteresses dotées d'ailes aux camions à propulsion par vis, en passant par des soucoupes volantes, aucune conception soviétique n'était de trop ou trop folle. Alors, attachez votre ceinture et préparez-vous, car nous sommes sur le point de jeter un coup d'œil à certains des véhicules soviétiques les plus fous, et vous n'allez pas croire qu'ils sont réels. Le 2B1OK. Au sein de l'Union soviétique, l'idée du « plus c'est gros, mieux c'est » a été clairement exprimée lors de la création du 2B1OK. Ce modèle d'artillerie expérimentale très bien doté a été conçu en 1957 au moment où la guerre froide commençait à s'intensifier. L'Amérique venait de sortir son mortier atomique Annie, qui tirait d'énormes obus atomiques de 280 mm, ce qui en faisait un wagon capable de tirer des bombes nucléaires relativement petites. En représailles, l'armée soviétique a développé 2 systèmes d'artillerie nucléaire automoteur. Et comme vous l'avez probablement deviné, l'un d'entre eux était le complètement fou 2B1OK. Le canon de cet engin avait une longueur effrayante de 20 mètres. En comparaison, un char Sherman entier ne fait que 6 mètres de long. À cette taille stupéfiante, le canon pouvait tirer des obus pesant un poids colossal de 750 kg chacun et pouvait provoquer une explosion atomique à 45 km de distance. Malheureusement pour l'Oka, son énorme canon était aussi un énorme problème. Avec des balles plus lourdes qu'un piano à queue, le processus de chargement laborieux du canon signifiait que l'Oka ne pouvait tirer qu'une fois toutes les 5 minutes. De plus, le recul du canon colossal était trop important pour le reste du véhicule. Le châssis en acier était endommagé à chaque tir, et allait même jusqu'à arracher la boîte de vitesse de ses supports. Heureusement, cette conception insensée a été abandonnée dans les années 60, lorsque les gros canons ont fait place aux gros missiles. Mais même s'il n'a jamais été utilisé au combat, je parie que le simple fait de le faire rouler a suffi à donner aux ennemis soviétiques une bonne dose de frayeur. Le 1K-17 Shotzi. Si l'on en croit les films de science-fiction, les champs de bataille du futur verront des lasers voler dans toutes les directions. Et tandis que les armées modernes développent la technologie laser, il y a un véhicule soviétique qui est déjà construit pour le combat laser futuriste. Il s'agit du 1K-17 Shotzi, également connu sous le nom de char laser soviétique. Il a été mis au point dans les années 70, mais n'a pas été conçu pour faire des trous dans l'ennemi. Le réseau de 13 lasers situés sur le châssis du char focalisait une puissante source de lumière à travers des rubis synthétiques, chacun d'entre eux pesant un poids stupéfiant de 30 kg. Lorsque le réseau était tiré par impulsion, le Shotzi pouvait détruire les capteurs optiques des véhicules et des missiles ennemis, et même provoquer une cécité immédiate lorsqu'il était tiré sur les troupes ennemies. C'est ce que j'appelle le laser ultime. Mais cette arme d'un autre monde n'est jamais entrée en service pour un certain nombre de très bonnes raisons. Tout d'abord, les rubis qui sont plus lourds qu'un gros four à micro-ondes ne sont pas bon marché à produire. Et deuxièmement, elle aurait violé le protocole de la Convention de Genève sur les armes laser aveuglantes si elle avait été utilisée dans un rôle anti-infanterie. Comme si la guerre ne suffisait pas, l'utilisation de cette arme leur aurait valu un grand nombre d'ennemis puissants. C'est donc une bonne chose que l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 ait entraîné la disparition de tout projet de production massive de chars à laser. Ok, j'aimerais faire un petit sondage. Si vous aviez le choix entre le canon de 20 mètres de l'Oka et les lasers du Shotzi, qui ne respectent pas la Convention de Genève, avec lequel préféreriez-vous tirer? Pour l'énorme Oka, appuyez sur le bouton j'aime, et pour le Shotzi aveuglant, appuyez sur le bouton s'abonner. Vous n'arrivez pas à choisir? Alors appuyez sur les deux. Bon, où est-ce qu'on en était? Le projet Zveno. Dans les années 1930, un peu plus d'une décennie après la fin de la Première Guerre mondiale, la Russie soviétique a compris que le ciel serait le champ de bataille de l'avenir. Elle a donc commencé à développer des avions expérimentaux juste au cas où une seconde guerre mondiale se déclencherait. Attention, c'est ce qui s'est passé. La Russie était prête à prendre l'air, mais l'un des véhicules qu'elle avait créé ressemblait plus à un cirque volant qu'à une machine militaire. Le projet Zveno, également appelé projet Chainlink, impliquait un bombardier qui avait été spécialement modifié non pas pour transporter des bombes, mais de plus petits avions de chasse. Il s'agissait d'un plan original pour économiser du carburant sur la ligne de front, car les bombardiers étaient beaucoup plus économes en carburant que les petits chasseurs. Après le décollage, les chasseurs s'arrimaient au porte-avions pendant le vol grâce à des attaches spéciales. Et une fois qu'ils étaient tous attachés, le bombardier les emmenait au combat et les ravitaillait en chemin.
Chacun de ces incroyables vaisseaux mers pouvait transporter jusqu'à 5 chasseurs, et chaque chasseur était chargé d'environ 450 kg de bombes. Donc, si vous voyez l'un de ces engins à l'horizon, vous saviez que vous alliez être au-devant d'une nuée d'ennui. Bien que ces engins créatifs aient été utilisés avec succès au début de la Seconde Guerre mondiale, le projet Svenno n'a pas perduré. Pendant le boom technologique de la guerre, ces avions sont rapidement devenus obsolètes et ont été remplacés par des avions de chasse à la pointe de la technologie. Le projet n'a pas été retenu par l'armée, mais je me demande s'il n'a pas trouvé sa place sur la scène du cirque soviète. L'Antonov A-40. Les soviétiques ont peut-être renoncé à ce cirque volant fortifié, mais ils étaient loin d'en avoir fini avec les conceptions d'avions farfelus. Vous ne me croyez pas? Alors régalez vos yeux avec l'incroyable Antonov A-40. Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est un char d'assaut avec des ailes. Cet étonnant prototype soviétique a été construit près de 80 ans pour déterminer s'il était possible de faire planer un char d'assaut directement sur un champ de bataille. À l'époque, les soviétiques testaient la possibilité d'utiliser des bombardiers pour larguer des chars en position au milieu de la bataille. Certains de ces tests plongeaient même les chars dans des étendues d'eau pour voir les dégâts qu'ils subissaient à l'impact. Mais en 1942, le concepteur de planeurs soviétique Oleg Antonov a poussé l'idée encore plus loin. Il a créé un berceau détachable composé d'ailes de biplan et d'une double queue qui peut être fixée sur le châssis d'un char d'assaut léger. Le A-40 est alors remorqué derrière un bombardier et libéré, glissant vers le territoire ennemi où il peut se débarrasser de ses ailes et se battre comme un char d'assaut standard. Cependant, lors du premier vol du A-40, le bombardier qui le remorquait a été contraint de l'abandonner prématurément en raison d'un incroyable traîné généré par le char. Et oui, parce qu'au final, il ressemblait plus à une ancre qu'à un avion. Même si le char et son conducteur ont réussi à survivre à la chute, ce n'est pas le cas du projet. Il a été ironiquement abandonné en faveur d'un système d'armes plus conventionnel, au grand soulagement de ce pauvre conducteur de char, j'en suis sûr. Le Mi-10. Lorsque l'armée soviétique souhaitait effectuer de lourdes tâches, elle faisait appel à un hélicoptère Mi-10. Bien qu'il ressemble à l'enfant de l'hélicoptère et de l'araignée, les longues pattes de cet hélicoptère n'étaient pas destinées à grimper aux immeubles ou à tisser des toiles entre les nuages. Il a été conçu à la fin des années 1950 pour transporter de grosses charges encombrantes, que le plus grand hélicoptère de l'Union de l'époque, le Mi-6, ne pouvait pas contenir dans sa soute. Alors que le Mi-6 pouvait transporter un peu plus de 13 tonnes, la conception plus légère du Mi-10 et sa plateforme externe lui permettaient de charger jusqu'à 15 tonnes d'équipement aux formes bizarres. Avec ses longues pattes gangrénées qui lui donnent une hauteur de près de 9 mètres, l'hélicoptère peut rouler au-dessus de ses chargements, les attacher à son fuselage et s'envoler avec tout ce qu'il transporte. Cela allait de camions et d'autobus à des bâtiments entièrement construits. C'était un spectacle tellement étrange et choquant que le Mi-10 a fait l'objet de démonstrations et de spectacles aériens dans le monde entier pour montrer ses caractéristiques uniques. Même si la production de masse de cette grue volante n'a pas décollé, 55 Mi-10 ont été produits dans les années 60 et certains étaient encore utilisés en 2013. Je suppose qu'un bon jeu de jambes ne se démode jamais vraiment. Le K-84 et Ekaterinbourg. Dans les années 1950 et 1997, l'Union soviétique et plus tard la Russie ont construit un total de 245 sous-marins à propulsion nucléaire. C'était plus que toutes les autres nations réunies. Mais l'obsession des soviétiques pour les sous-marins a failli provoquer l'une des pires catastrophes nucléaires de l'histoire. En 2011, le sous-marin nucléaire lanceur d'engins K-84, également connu sous le nom d'Ekaterinbourg, a fait un arrêt rapide en cale sèche. Construit en 1982, ce sous-marin de près de 170 mètres de long était alimenté par 2 réacteurs nucléaires et pouvait transporter jusqu'à 16 têtes nucléaires. Mais au cours de travaux de soudure de routine, un incendie mortel s'est déclenché le long de l'échafaudage de bois entourant sa proue. Le feu s'est rapidement propagé au sous-marin lui-même, et pendant toute la journée, les pompiers ont lutté pour maîtriser l'incendie. Le sous-marin ne transportait que 4 missiles nucléaires à l'époque, mais s'il avait explosé, il aurait provoqué un accident nucléaire comparable à la tristement célèbre fusion de Tchernobyl. Aussi catastrophique qu'il aurait pu être, le K-84 a progressivement été réparé, exposant ainsi l'immensité du réseau de sonar du sous-marin. C'est peut-être une machine de mort nucléaire, mais est-ce que quelqu'un d'autre trouve qu'il ressemble à ce vaisseau cool du film Atlantide de Disney? Bien qu'il semble sortir d'une aventure de science-fiction, cette grosse ampoule est en fait la chambre acoustique du réseau de sonar. Elle sert à analyser les ondes sonores émises par l'équipement sonar et à les traduire en données visuelles, afin que le sous-marin puisse naviguer sous l'eau. Aussi cool que cela puisse paraître, cette chambre était remplie d'un liquide hautement inflammable, qui a failli s'enflammer durant l'incident. Je ne sais pas ce qui est le plus fou,
Le fait que ces sous-marins soient pratiquement des bombes faites à partir de bombes ou que les soviétiques en avaient 245 à l'époque. Le M15 Belphégor. Souvent appelé l'avion le plus laid du monde, le M15 Belphégor n'est certainement pas l'avion le plus joli à regarder. Originaire de l'état satellite soviétique de Pologne, cet avion de récolte conçu par le gouvernement était destiné à remplacer l'ancien et fiable biplan AN-2. Mais le M15 n'était pas ce que quiconque sain d'esprit appellerait une amélioration. Tout comme l'AN-2, le Belphégor était également un biplan, mais il avait troqué un moteur turbopropulseur à hélice contre un moteur à réaction à turbopropulseur. Ces puissants moteurs sont destinés aux avions qui doivent atteindre de grandes vitesses. Alors en utiliser un dans un avion agricole était une étrange première mondiale. Malgré ça, il était capable de transporter jusqu'à 3 tonnes de pesticides dans les énormes pylônes qui séparaient ses ailes, si bien que le bloc soviétique attendait toujours beaucoup de cet avion. Mais en réalité, la conception de l'avion était un désastre. Tout d'abord, son rayon d'action maximal n'était que de 400 km, soit la moitié de celui de la N2. Le moteur à réaction était également beaucoup plus difficile à réparer qu'un turbopropulseur, et il coûtait beaucoup plus cher à construire et à faire fonctionner. Et pour couronner le tout, la conception bizarre du fuselage limitait l'utilité du Belphégor au dépoussiérage des cultures. En d'autres termes, cet avion était étrange, exigeait beaucoup d'entretien et coûtait très cher. Alors que l'Union avait prévu d'en fabriquer des milliers, la production de cet avion polonais a été pigeonnée en 1981, et Dieu merci. Le Lune-classe écranoplan. L'un des véhicules les plus insolites de l'époque de la guerre froide ou de n'importe quelle époque d'ailleurs est l'écranoplan de Lune-classe. D'une longueur gargantuesque de 74 mètres et d'une envergure de 44 mètres, cette bête bizarre pourrait tout juste tenir dans les lignes d'un terrain de football américain standard. Tu penses peut-être qu'avec toutes ses ailes et ses moteurs et réactions, il s'agit d'une sorte d'avion soviétique. Mais cette machine étonnante est en fait un hybride bateau-avion. Au lieu de s'envoler dans les airs ou de traverser les mers, l'écranoplan exploite ce que l'on appelle l'effet d'aile au sol. Lorsqu'il vole plus près du sol, la pression de l'air augmente entre ses ailes spécialement formées et la surface en dessous. Cela crée un coussin d'air sous l'avion, ce qui permet à l'ensemble du véhicule de flotter à quelques centimètres au-dessus de la surface d'un lac ou d'un océan. Et en montant 8 turboréacteurs à l'avant, ce mastodonte pourrait se déplacer à une vitesse maximale terrifiante de 550 km/h. De plus, sa taille imposante lui permettrait de transporter jusqu'à 1000 tonnes. Il avait donc la capacité d'un navire et la vitesse d'un avion. En plus de cela, tu peux voir les 6 cylindres jumelés qui tapissent son sommet. Il ne s'agit pas d'un lanceur de balles, mais de lanceurs de missiles. Avec toute cette vitesse et cette puissance de feu, ces monstres ont été conçus pour éliminer tout porte-avions américain s'introduisant dans les eaux de l'Union. Un prototype est entré en service militaire en 1987, mais lorsque le régime soviétique s'est effondré 4 ans plus tard, cet hybride volant à basse altitude a été laissé à l'abandon. Si la Russie devait un jour se battre contre un gros monstre marin, je crois savoir quelle machine elle sortirait de sa retraite. Le projet équipe. Même si je déteste l'admettre, les amateurs de chapeaux en fer blanc et les théoriciens de la conspiration ont raison. Les ovnis existent bel et bien. Mais ils ne viennent pas de l'espace, ils viennent de la Russie. Dites bonjour à l'équipe, l'avion soviétique qui semble avoir été fabriqué sur Mars. Conçu en 1978, cette soucoupe volante russe ne ressemblait à aucun autre avion de son époque. Ou de notre époque d'ailleurs si on y réfléchit bien. Son design frappant, en forme de dôme, était basé sur les avions qui n'avaient pas de fuselage distinctif, comme certains bombardiers furtifs et avions de reconnaissance. La forme elliptique agit comme une grande aile, et grâce à ses turboréacteurs, cette étrange soucoupe peut compter sur la technologie des coussins d'air pour décoller et atterrir, tout comme l'écranoplan. Cela signifie qu'il peut décoller du sol comme de l'eau. C'était un concept vraiment étrange, mais un avion tout-terrain était évidemment intéressant pour les militaires de l'Union soviétique, peu importe à quoi il ressemblait au final. Au fur et à mesure du développement des prototypes, les ingénieurs ont estimé que ce design très aérodynamique ne consommerait que 14 kg de carburant par passager par kilomètre. À titre de comparaison, les avions ordinaires de l'époque utilisaient 45 kg de carburant par passager par kilomètre, ce qui avait des implications commerciales énormes. Ainsi, des modèles plus grands comme le L3 ont été conçus pour transporter jusqu'à 400 passagers, et d'autres seraient même capables de transporter des passagers à côté de leur voiture. Mais son destin, comme celui de tant d'autres véhicules soviétiques fous, était lié à la disparition de l'Union. Le programme équipe s'est arrêté et n'a malheureusement jamais décollé. Mais s'il l'avait fait, pouvez-vous imaginer à quoi ressembleraient nos aéroports aujourd'hui? Perso, je serais chaud pour un voyage à bord d'un ovni à un siège en classe éco n'importe quand. Le Bartini Beriev VVA-14.
Beaucoup de ces véhicules soviétiques expérimentaux semblent tout droit sortis de films de science-fiction, mais le Bartini-Beriev VVA-14 pourrait bien en avoir inspiré un. Il ressemble beaucoup au célèbre Faucon Millennium de Star Wars, mais a été créé en 1972, près de 5 ans avant que Star Wars ne sorte sur le grand écran. On dirait que George Lucas a sérieusement des explications à donner. Le VVA signifie en russe « avion amphibie à décollage vertical ». Comme son titre l'indique, il pouvait décoller de l'eau et voler à des altitudes allant jusqu'à 10 000 mètres. Mais il pouvait aussi voler à quelques mètres au-dessus des vagues de l'océan en utilisant l'effet des ailes dans le sol mentionné précédemment. Il y est parvenu grâce aux 2 grandes nacelles que vous pouvez voir qui sont reliées au fuselage. Les 2 moteurs situés à l'avant créent un coussin d'air en dirigeant les gaz d'échappement dans les 2 canaux étroits entre le fuselage et les nacelles, ce qui permet à l'avion de contourner les vagues. Il avait besoin de cette capacité pour détruire les missiles sous-marins Polaris des États-Unis qui empêchaient l'Union soviétique de dormir pendant la guerre froide. Au départ, le VVA-14 était conçu avec 12 moteurs de suspension pour pouvoir décoller et atterrir à la verticale. Mais ces moteurs n'ont jamais été installés. Et après le décès de ce concepteur en 1974, ce projet s'est heurté à un mur. Les 2 prototypes qui ont été construits ont été retirés du service en 1987, bien que leur héritage soit toujours présent dans la franchise Star Wars. Le ZVM 2901. Les véhicules tout-terrain sont conçus pour tout conquérir en dehors des routes. Avec leurs énormes roues ou leurs chenilles, ils peuvent se frayer rapidement un chemin sur n'importe quel type de terrain, tout en ayant l'air incroyablement cool. Mais dans les années 70, dans un effort pour sortir des sentiers battus, les ingénieurs de la Russie soviétique ont mis au point le ZVM 2901, un véhicule étrangement propulsé par des vis. Ils ont fusionné la cabine d'une camionnette UAZ 452 avec 2 énormes vis sans fin creuse, dont les pales s'enfoncent dans le sol et propulsent le véhicule. Le résultat était un véhicule capable de traverser des marécages épais, des kilomètres de boue et même de flotter sur l'eau. Même s'il était pratiquement inarrêtable, l'utilisation de vis coûtait au véhicule sa vitesse. Avec un moteur de 152 chevaux, il ne pouvait atteindre que 24 km/h et la vitesse de croisière sur l'eau ramenait ce chiffre à 10 km/h. Il était basé sur des modèles similaires de véhicules à hélice comme le March Crew Amphibian de Chrysler, qui a été abandonné à cause de ses vitesses de pointe ridiculeusement basses. Ça n'a pas empêché la Russie soviétique de tenter sa chance, bien que le design expérimental soit incroyablement accrocheur, les vitesses et les applications des véhicules à chenilles et à pneus étaient largement supérieures. Et c'est ainsi que malheureusement, cette conception bizarre est restée coincée dans le passé. Le Kalinin K-7. Aujourd'hui, les avions dont les ailes s'étendent sur des centaines de mètres sont assez courants. Il vous suffit de lever les yeux pour avoir un avion de ligne comme le Boeing 747 dont les ailes s'étendent à près de 60 mètres. Mais dans les années 30 ans seulement après que les frères Wright ont prouvé que l'homme pouvait voler, la Russie soviétique a sorti cette énorme monstruosité qu'était le Kalinin K-7. Il avait une envergure de plus de 52 mètres et une surface d'aile de près de 465 mètres carrés, soit plus grande que celle d'un bombardier B-52. Il devait être initialement propulsé par 7 moteurs à hélice, 6 le long des ailes et 1 à l'arrière. Mais au cours de sa construction, il a dépassé son poids maximum au décollage et 2 moteurs supplémentaires ont dû être ajoutés le long de l'aile. Une fois construite, cette forteresse volante de près de 27 tonnes était le plus grand avion du monde. Mais selon sa configuration, il pouvait être utilisé pour différentes missions, comme le transport de troupes, comme un vaisseau de combat ou comme un bombardier. Il aurait pu donc transporter jusqu'à 120 personnes, ou environ 19 tonnes de bombes. Mais malheureusement, il n'a jamais été utilisé sur le champ de bataille. Les principes de vol du K-7 étaient trop avancés pour la technologie de l'époque, et le seul prototype s'est écrasé et a brûlé pendant les essais. Bien que les soviétiques méritent des points pour avoir testé une idée aussi audacieuse, cette forteresse volante a définitivement été un échec. Le char d'assaut Tsar. La machine suivante n'est peut-être pas soviétique, mais vous pouvez certainement dire qu'elle a été fabriquée en Russie. Au milieu de la Première Guerre mondiale, les ingénieurs russes ont décidé de construire un char d'assaut de la hauteur d'un immeuble de 3 étages avec des canons capables d'anéantir une forêt entière. Les roues avant mesuraient 9 mètres de diamètre et son corps principal s'étirait vers l'arrière sur près de 18 mètres pour se raccorder à une seule roue arrière. 2 tourelles remplies de canons et de mitrailleuses étaient boulonnées sur le dessus et sous le chariot surélevé. Et pour ajouter une cerise sur le gâteau, des mitrailleuses supplémentaires garnissaient les nacelles blindées de chaque côté des roues pour protéger le char de l'infanterie. C'était clairement le roi de tous les chars d'assaut, et c'est pourquoi ils l'ont appelé à juste titre le Tsar Tank, ou le roi des tanks. Mais quelle idée folle a inspiré ce design colossal?
À l'époque, les Russes cherchaient un moyen de percer le système de tranchées du front de l'Est. Au lieu d'utiliser des chars à chenilles traditionnels, ils ont décidé d'expérimenter des roues massives à rayons. Cependant, ce mastodonte d'acier de 60 tonnes n'était pas destiné à être sur le champ de bataille. Grâce à une mauvaise ingénierie, la petite roue arrière supportait une trop grande partie du poids énorme du char et avait tendance à s'enliser dans les sols mous et les fossés. Puis, au cours de la phase d'essai, il s'est enlisé de façon embarrassante dans un champ et n'a pas pu être dégagé. Le Tsar Tank est resté là à rouiller pendant toute la guerre jusqu'à ce qu'il soit finalement mis au rebut en 1923. Et ça, c'était un sacré gâchis. L'évolution des camions MAZ. En 1954, l'entreprise Minsk Autozavod, abrégée en MAZ, a été fondée à Minsk, ville sous domination soviétique. Cette usine produisait certains des tracteurs les plus fiables et les plus divers du marché soviétique, transformant souvent les véhicules en camions tout-terrain capables de transporter d'énormes charges comme le MAZ 529. Ce moteur uniaxial pouvait remorquer jusqu'à 34 tonnes d'à peu près n'importe quoi, des bétonnières aux patinoires. Ça a attiré l'attention de l'armée soviétique qui a commandé le premier véhicule biaxial de l'usine, le MAZ 535. Et ce tracteur de 8x8 n'épandait pas du fumier, mais des munitions. Avec près de 9 mètres de long et 3 mètres de large, il pouvait transporter jusqu'à 8 tonnes, ce qui signifie qu'il pouvait remorquer n'importe quoi, des chars d'assaut aux missiles massifs. Mais ce n'était pas la forme finale du MAZ. Lorsque l'Union soviétique a commencé à fabriquer de plus gros missiles balistiques dans les années 60, le MAZ 543 a été créé pour les transporter. Comme vous pouvez le voir, la cabine avant était divisée en deux. Bien qu'elle ne soit pilotée que depuis le compartiment de gauche, la fente que cela laissait au milieu du camion lui permettait de transporter horizontalement des charges sensibles qui pesaient jusqu'à 15 tonnes. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. La taille des fusées augmentant, le MAZ fit de même, ce qui conduisit à la création de l'étonnant MAZ 547 12x12. Ce camion à 6 essieux pouvait transporter une charge utile stupéfiante de 62 tonnes, et avec son moteur de 625 chevaux, pouvait se déplacer à une vitesse maximale de 39 km/h. Mais ensuite, d'une manière ou d'une autre, les missiles sont devenus encore plus gros, et donc le MAZ aussi. Le successeur suivant, le MAZ 7904 mesurait 30 mètres de long, 6 mètres de large et pouvait transporter des missiles d'un poids terrifiant de 200 tonnes. Ouais, ces cabines étaient tellement éloignées les unes des autres que ce camion commençait à ressembler à ce paresseux de l'âge de glace. Mais la vraie question c'est, est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Bien sûr que non. Voici l'époustouflant MAZ 7907, à 24 x 24 roues et 12 essieux. Cette machine monstrueuse a été conçue pour transporter des missiles Selina II, qui allaient peser plus de 100 tonnes et mesurer une longueur stupéfiante de 22 mètres. C'est à peu près la taille d'un immeuble de 6 étages. Malheureusement, l'Union soviétique s'est effondrée avant que le projet ne soit lancé, et seuls quelques prototypes 7907 ont été fabriqués. C'était la fin de la route pour les conceptions militaires folles du MAZ. Mais quelle aventure sauvage et pleine de rebondissements! Lequel de ces véhicules soviétiques vous semble le plus fou? Ou avez-vous déjà vu l'un d'entre eux de vos propres yeux dans un musée? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.